Une introduction de disserte, c'est un paragraphe d'à peu près une demi-page, mais vous pouvez aller au-delà, vous pouvez aller jusqu'à 3/4 de page, qui analyse le problème posé par le sujet sur l'œuvre au programme. Tous les sujets de disserte posent un problème de lecture sur l'œuvre au programme, en proposant une opinion de lecture. Et votre intro doit poser une question pour reformuler ce problème. Ça, vous reconnaissez évidemment la problématique, et votre intro doit préparer la problématique, qui est l'avant-dernière étape de l'intro. Et encore une autre chose importante dans le cahier des charges de l'intro, vous devez annoncer clairement les différentes réponses. Évidemment, c'est votre annonce de plan ici, puisque chacune de vos grandes parties, que vous choisissiez d'en faire 2 ou 3, c'est une réponse au problème posé par le sujet, et ce problème, vous l'avez concentré dans votre problématique, vous l'avez reformulé clairement dans votre problématique. J'ajoute une chose sur l'introduction, elle doit être rédigée avant d'être recopiée au propre, au brouillon. Vous devez avoir votre introduction déjà parfaite et relue au brouillon. Elle est tellement importante que je vous conseille de bien la peaufiner, et c'est normal si vous passez 20-30 minutes à rédiger soigneusement cette intro. Maintenant qu'on a défini ce qu'était une intro de disserte, voici les étapes de cette introduction. D'abord, vous devez faire une accroche. Et tout à l'heure, quand je vais vous donner l'exemple concret de l'introduction que je vais rédiger, je vais vous faire une petite révélation à ce sujet. Ensuite, il y a la présentation de l'œuvre et du sujet que vous devez mener. C'est pas une étape difficile, mais elle doit bien se trouver au début de l'intro. Après, une étape importante que beaucoup d'élèves oublient ou font mal, qu'ils bâclent, c'est l'analyse du sujet, où il faut montrer que ce sujet pose un problème, qu'il y a une tension dans le sujet, parfois même un paradoxe ou une contradiction. Il y a quelque chose qui cloche dans ce sujet. Cette opinion de lecture sur l'œuvre, elle ne va pas de soi, ou en tout cas, elle n'est pas forcément aussi évidente qu'elle peut en avoir l'air au premier abord. C'est ce que vous devez montrer ici. Ensuite, vous devez poser votre question de problématique. Ça, en général, les élèves ne l'oublient pas, mais on va voir comment le faire efficacement et simplement. Ensuite, dans l'annonce de plan, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout simplement, c'est le moment où vous énumérez les 2 ou 3 grandes réponses, grandes idées, qui vont vous permettre justement d'apporter une réponse à votre question de problématique. Maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la mise en pratique. Je vais rédiger sous vos yeux une introduction, et pour ça, on a besoin d'un sujet. Donc j'ai choisi de travailler sur les cahiers de Douai de Rimbaud. Si vous ne travaillez pas sur cette œuvre cette année, c'est pas grave, puisque là, on fait de la méthode. Donc même si on va dire des vérités sur cette œuvre, c'est pas ça qui nous importe le plus. Ce qui nous importe le plus, c'est la manière dont on va le faire. Et le sujet qu'on va traiter, c'est celui-là. Selon vous, l'émancipation créatrice des cahiers de Douai de Rimbaud provient-elle d'un refus de toute forme d'autorité? Alors c'est parti pour la rédaction, on va le faire, let's go. Sur l'accroche, j'avais quelque chose à vous dire, et cette chose la voilà. Si vous n'avez pas d'accroche pertinente qui va bien avec le sujet, n'en faites pas. C'est pas un moment où vous allez gagner des points. Et même si vous faites une mauvaise accroche, vous risquez d'en perdre parce que vous allez justement faire une mauvaise impression aux yeux de votre examinateur, et ça va vous desservir plutôt que vous servir de faire une accroche bancale. Non, je vous le conseille pas. Bon, là il se trouve que j'ai une bonne accroche à vous proposer, et c'est une bonne occasion de voir comment faire pour l'allier au sujet. Donc ici, c'est de rappeler que en 1948, oui vous allez comprendre, c'est beaucoup plus tard que les cahiers de Douai, mais en 1948, le poète René Char, il a écrit sur Rimbaud justement un très beau poème, écrit, ouvrez les guillemets. Vous voyez, on fait une phrase simple pour présenter la belle citation d'accroche, puisque la citation d'accroche, ça sert à capter l'attention en faisant joli, c'est aussi un peu pour ça qu'elle n'est pas obligatoire. Le poète René Char écrit « Tu as bien fait de partir, Arthur Rimbaud, tes 18 ans réfractaires à la malveillance, à la sottise, tu as bien fait de les éparpiller au vent du large. » Donc tu as bien fait de partir, Arthur Rimbaud, tes 18 ans réfractaires à la malveillance, à la sottise, tu as bien fait de les éparpiller au vent du large. Réfractaire, ça renvoie au refus, le réfractaire, c'est qui refuse la malveillance et la sottise ici. Bon, j'ai sélectionné la citation, j'ai coupé des brefs passages, donc il faut que je le signale avec des crochets et des points de suspension. Ici, pareil,
je mets des crochets et des points de suspension pour dire qu'il y a des passages que j'ai pas sélectionnés parce que c'est une plus longue phrase en fait. Mais j'en ai gardé que l'essentiel, vous pouvez le retenir si vous travaillez sur les cahiers de Douai. Maintenant, lions cette citation, faisons un lien entre cette citation et notre sujet en rendant cette connexion évidente. On peut écrire quelque chose, ici une phrase claire et simple, ce refus de l'autorité qui reprend très clairement le sujet. C'est déjà même une manière de présenter le sujet ici, donc on anticipe un peu sur la deuxième étape avec ce lien ici. Ce refus de l'autorité fait bien ou fait justement de Rimbaud un poète de la révolte. Un poète de la révolte. Ce justement sur lequel j'ai un peu hésité avec le bien aurait fait l'affaire aussi, hein. Mais cet adverbe-là, il est intéressant parce qu'il contribue avec le pronom ce à mettre du lien dans votre texte. C'est-à-dire à bien faire comprendre à votre lecteur que ce dont vous parlez, c'est la continuité de ce que vous venez de dire. Et maintenant, continuons avec la présentation de l'œuvre et du sujet, même si on a déjà un peu commencé à présenter le sujet. Vous avez vu là, ce que je viens de faire, c'est très important, c'est que je viens de faire un petit alinéa au propre. N'oubliez jamais de commencer par un alinéa votre intro, de même que n'importe quel paragraphe. Donc, pour présenter l'œuvre et le sujet, ou en tout cas pour continuer à le présenter, ce que je vous propose ici, c'est de dire que dès l'écriture des poèmes des cahiers de Douai, dès l'écriture, parce que ça rappelle à votre correcteur que c'est le premier recueil de Rimbaud, dès l'écriture des poèmes des cahiers de Douai. Et là, on peut le dater, puisqu'on connaît bien la date, c'est 1870. Des poèmes des cahiers de Douai en 1870, c'est même très précis, on sait qu'il les a écrits de mars à septembre-octobre 1870. Donc quand il avait 15 et 16 ans, son anniversaire étant en octobre. Dès l'écriture des poèmes des cahiers de Douai en 1870, la création poétique de Rimbaud semble bien provenir. Vous avez vu, j'utilise un semble bien ici parce que je prépare la contradiction qu'on va peut-être apporter, enfin qu'on va devoir apporter à cette thèse. La création poétique de Rimbaud semble bien provenir, ou venir tout simplement, d'un refus radical de l'ordre. Ici on reprend le mot de refus, hein, mais au lieu d'autorité, ici on décide d'utiliser plutôt l'ordre. C'est une manière de reformuler ici la thèse du sujet, en tout cas passons à l'analyse du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi est-ce que ça renvoie, ce refus de toute forme d'autorité qu'on a dans le sujet? Eh bien là, on va rentrer, là, sans trop rentrer dans le détail, on va quand même balayer rapidement ce que le sujet semble vouloir nous dire, de quoi il veut qu'on parle. Eh bien, allons-y, hein. On peut commencer ici par un « il », un pronom qui va renvoyer évidemment à Rimbaud, et il écrit. Il écrit contre, c'est ce refus. On peut le reformuler avec cette expression « écrire contre ». Et il écrit contre quoi? Plusieurs choses, on peut en proposer une petite liste brève qu'on va détailler évidemment dans le développement. Il écrit contre l'autorité familiale. Contre quoi d'autre? Contre les bourgeois de sa ville, de Charleville, hein. Donc on va juste mettre les bourgeois de sa ville, qu'il connaît bien. Et là ici je vous propose de faire une espèce de dézoom, c'est-à-dire de vous éloigner un petit peu, de s'éloigner progressivement du foyer familial, pour mentionner ensuite les forces politiques et militaires. Il y a beaucoup de poèmes qui refusent justement la guerre qui a lieu au moment où il écrit, qui refuse aussi l'autorité de Napoléon III, donc les forces politiques et militaires. Et puis il y a beaucoup de poèmes aussi qui s'en prennent au clergé, à l'église. Donc il écrit contre l'autorité familiale, et oui, on peut rajouter ici le clergé. Voilà, je vous conseille de ne pas mettre de etc. ou de 3 petits points, ça sous-entendrait que vous avez beaucoup d'idées mais pas le temps de les dire. Non, ne faites pas ça, c'est un peu une solution de facilité, donc ne mettez jamais etc. ou 3 points de suspension dans vos copies. Sauf si vous citez un texte évidemment, ou que vous mettez, ou que c'est pour signaler qu'il y a un passage d'une citation que vous ne reprenez pas comme je l'ai fait ici.
Et puis il y a une dimension du sujet, une dimension à laquelle le sujet nous invite de parler aussi, c'est comment c'est l'autorité poétique aussi qui le remet en cause, et notamment les codes poétiques. Donc on peut reprendre, ici on va rappeler le sujet, Rimbaud remet en cause aussi les codes poétiques. Vous voyez, une phrase simple, on aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus complexe, mais je vous conseille de faire des phrases avec la plupart du temps un sujet, un verbe, un complément. Rimbaud, verbe, ici c'est une locution verbale, remettre en cause, donc Rimbaud remet en cause, et le complément, les codes poétiques. Ici on est au brouillon, je vais rajouter un petit aussi, remet aussi en cause les codes poétiques, parce que ça s'ajoute à tous ces éléments de la société qu'il refuse. Et maintenant, on va reformuler cette thèse, cette opinion de lecture de Rimbaud, qui est à la fois donc le refus des codes sociaux et le refus des codes poétiques, de ces stéréotypes, de ces traditions. Donc c'est en brisant les traditions que le jeune homme de 15 ans, on peut rappeler son âge, que le jeune homme de 15 ans, bon ici pour être sûr de ne pas être embêté, écrivons-le en lettres, brise, non pas brise, c'est en brisant les traditions que le jeune poétique de 15 ans crée une poésie vraiment moderne, une poésie moderne. Voilà le moment d'apporter une contradiction ou de montrer en quoi cette idée, cette grande idée sur les cahiers de Douai ne va pas de soi et mérite d'être nuancée. On peut commencer pour ça par un pourtant. Un mais aurait aussi pu faire l'affaire, mais pourtant, toutefois, cependant. Pourtant, la création et la destruction ne semblent pas aller ensemble. Parce que ici, briser les traditions, c'est détruire. Et donc, il faut mettre en avant le fait que c'est étrange de créer simplement en détruisant. Donc on peut l'écrire en disant la création ne peut reposer seulement sur une destruction, sur un refus. Comme ça on reprend le terme du sujet. Ici, pour clarifier encore ce qu'on veut dire et pour dresser une opposition, pour montrer qu'il y a bien quelque chose qui cloche, qu'il y a bien un problème, on va utiliser une phrase très simple. Elle serait une simple destruction. Elle serait une simple destruction. C'est donc qu'il y a sûrement autre chose dans la création de Rimbaud. Il y a d'autres choses. Et ici, on est encore dans l'intro. Nos 3 premières étapes de l'intro sont déjà suffisamment longues pour le bac. On peut directement passer à la problématique et dans l'annonce de plan, vous allez donner une idée précise de comment vous allez nuancer cette thèse dans le grand 2 et aussi dans le grand 3. Donc, pour poser une question de problématique à partir de ce sujet, donc dès lors, est-ce vraiment en refusant l'autorité que Rimbaud crée des poèmes modernes dans les cahiers de Douai? Dès lors, est-ce vraiment... Et je vais corriger ma problématique ici. Vous allez voir, on est encore au brouillon, donc c'est le moment justement de revenir, d'être autocritique. Est-ce vraiment en refusant l'autorité que Rimbaud crée des poèmes modernes dans les cahiers de Douai? Bon, donc déjà... Je vais mettre en italique les cahiers de Douai, il faut absolument le mettre en italique. Et je vais le souligner aussi parce que même si normalement en numérique on ne souligne pas les titres, vous devez le faire dans vos copies. Donc en fait il faut que je le fasse moi, il faut que je pense à le faire pour que vous gardiez en tête que vous devez souligner, c'est hyper important, les titres. Ouais, ici pourquoi créer des poèmes modernes? Ok, mais c'est peut-être pas le plus important. Parce qu'en fait notre sujet nous invite à nous poser une question sur l'émancipation créatrice. Donc, dès lors, est-ce vraiment en refusant l'autorité que Rimbaud se libère dans les cahiers de Douai? Ou crée une forme de libération, crée une libération poétique? Vous pouvez même carrément reprendre le terme de émancipation. Moi, je choisis de le reformuler avec cette libération. C'est pas exactement synonyme, mais c'est quand même très proche. Voilà donc pour notre problématique. Je suis passé à la ligne là. J'ai pas sauté une ligne, je suis passé à la ligne. Il faut que je fasse un petit alinéa. Et je vous conseille de présenter vos intros comme ça. Petit bonus que je vous donne. Peut-être que vous le faisiez déjà. Dans ce cas, continuez. Après votre analyse du sujet, passez à la ligne. Ne sautez pas de ligne. C'est toujours le même paragraphe. Il faut rester collé, mais passez à la ligne juste pour mettre en valeur votre problématique. Et après votre point d'interrogation ici, à la fin de la question directe que vous avez posée, et on arrive à l'annonce de plan,
annonce de plan où vous allez commencer par « il est vrai », puisqu'on va répondre par l'affirmative dans un premier temps. Ici, soit vous reformulez tout bêtement votre problématique, ça peut faire l'affaire, soit vous dites quelque chose comme « il est vrai que les cahiers de Douai rejettent les codes attendus et les autorités imposées » ou quelque chose comme ça. Que les cahiers de Douai rejettent. Alors ici, je choisis de mettre un singulier parce que c'est l'œuvre, les cahiers de Douai, que j'oublie pas de souligner à nouveau, mais on pourrait justifier aussi un pluriel à rejeter. Que les cahiers de Douai, tiens, mettons un pluriel, les deux sont justifiables ici. S'il y a des profs qui regardent la vidéo, dites-moi ce que vous auriez fait ici. D'ailleurs, s'il y a des élèves aussi qui ont des avis justement sur cette question de grammaire, dites-le moi aussi. Donc, rejette les codes attendus et les ordres donnés. Les codes attendus et les ordres donnés. Ouais, on attend un code, ou les codes imposés, là on peut mettre aussi imposé. Vous avez vu une phrase par grande partie. La phrase suivante peut commencer par un mais ou par un pourtant, par un cependant, par un toutefois. Il faut qu'on montre que là c'est l'antithèse, qu'on va apporter une nuance, une contradiction majeure à la thèse. Donc ici, j'ai prévu « Ce sont toutefois des poèmes qui construisent à partir d'une tradition poétique ». Là, on peut combiner le pourtant toutefois, mais c'est peut-être un peu lourd si je rajoute un toutefois ici. Des poèmes qui construisent ou qui créent. C'est mieux, j'avais écrit dans un premier temps construisent, mais c'est mieux qui créent à partir d'une tradition poétique. Une tradition poétique, donc ouais, c'est bien une manière de nuancer ce refus de l'autorité. La tradition poétique est une autorité que Rimbaud ne contredit pas complètement. Alors ici, il me dit qu'ils sont créés, mais non, je préfère parler au présent. Ici, parler au présent. Il faut vraiment que... Vous avez vu, j'ai écrit, le poète René Char écrit « Tu as bien fait de partir, Arthur Rimbaud ». Il n'a pas écrit dans le passé. Oui, c'est dans le passé, c'est en 1948, mais le temps que vous devez privilégier en disserte, c'est bien le présent. Commencez la troisième grande partie par un « en fait ». En fait, la libération de Rimbaud, la libération ou l'émancipation, ici, la libération de Rimbaud, a lieu justement, elle est une vraie libération, a lieu justement parce que son refus n'est pas une destruction. Et là, c'est une meilleure réponse que la précédente. Là, le Grand 2 était intéressant, et il faut rappeler ça, que ce sont des poèmes qui ne rejettent pas complètement la tradition, mais aussi, cette libération a lieu parce que ce refus, c'est pas une destruction en réalité. Et donc là, on va requalifier ce refus. C'est pas une manière de nier les choses, non. C'est un regard neuf porté sur l'autorité. Ce regard est créateur en fait. Voilà, le plus important pour la méthode ici, c'est le « il est vrai, pourtant, en fait ». Et aussi, je vous conseille très fortement de faire tout simplement une phrase par grande partie. Et donc vous voyez, là on a une jolie intro, je vais la séparer du reste. Je vais vous la mettre dans un... Je sais qu'il y en a qui préfèrent le Comic Sans MS, donc si vous voulez faire un screen ou mettre en pause la vidéo maintenant, je vous le mets aussi en Comic Sans MS. C'est au cas où vous voudriez me voler mon intro, mais faites-le. Surtout, ne recopiez pas cette intro dans votre copie, ça n'aurait aucun sens. Mais par contre, ce que vous devez voler, c'est les tournures de phrases, les dès lors, pour commencer la problématique qui se justifie parce que la contradiction du sujet, je viens de l'expliciter ici, où je viens de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la thèse supposée par le sujet. C'est pour ça que ce dès lors se justifie. On aurait pu aussi mettre un ainsi. Voilà. Donc vous voyez, la grande leçon à retenir, les grandes leçons à retenir, c'est l'organisation logique de l'introduction. Sa simplicité, elle doit être simple, et la plupart des phrases que j'ai écrites font 2 lignes maximum. Il y a peu de phrases qui font plus de 2 lignes. Allez, il y a celle-là, je pense qu'elle est un peu longue. Mais globalement, tout est assez simple, et surtout tout est carré, et toutes les phrases sont liées
les unes avec les autres, par des connecteurs logiques, ça vous le savez, son importance, mais aussi des pronoms. Des pronoms qui permettent de reprendre ce dont on vient de parler. Il, reprenant ici Rimbaud, par exemple. Il y a aussi des adverbes que vous pouvez utiliser, les vraiment. L'adverbe seulement aussi ici, qui est un bon allié au moment d'apporter de la nuance. Est-ce que c'est seulement ça? Est-ce que l'œuvre, on peut la lire seulement comme ça? En fait, c'est toujours ça. Une bonne dissertation au bac, consiste toujours à se demander si telle opinion de lecture sur l'œuvre, elle est suffisante. Et à chaque fois, cette opinion de lecture, qui est supposée par le sujet, elle est bonne, mais elle n'est pas suffisante. Et il faut la nuancer. Vous devez apporter vos nuances dans un grand 2, obligatoire, et peut-être dans un grand 3, si vous avez une idée de dépassement, si vous avez une idée de « en fait », cette espèce de décalage de la manière dont vous percevez le sujet, qui va renouveler votre pensée, votre idée sur l'œuvre entière. Et surtout sur l'opinion de lecture de l'œuvre que vous êtes en train de discuter dans votre disserte. Bon, j'espère que ce point de méthode et cet exemple surtout vous ont été utiles. Et je vous dis bon courage dans la préparation du bac. À bientôt, prenez soin de vous.